Hello. Hello Victoria, attends, je te mets en Vas-y. co-animatrice. Normalement, on pourrait voir ton visage d'ici peu. Et yes, ça marche. Nickel. Tu Ouais, vois combien de gens commencent à se connecter? ouais, il y a déjà 15 spectateurs. Ok. On va attendre 2 minutes de toute façon avant de commencer, que les gens se connectent un peu. T'as pris un petit verre d'eau, comme tu vas beaucoup parler. J'ai la voix parfaite. Là, on nous entend. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on peut faire un petit test. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous nous entendez? Yes, Camille, merci Camille, merci Yacine, merci tout le monde. C'est bon, ok. J'aime bien ce petit emoji de lever la main, au moins c'est pratique. On va encore attendre un petit peu. Et on commencera à 12h02, les deux fameuses minutes de retard, que j'ai souvent d'ailleurs. Voilà. Hop. Ça se termine à 13h, c'est ça? Ouais. Ouais, exactement. Et puis l'idée, c'est qu'on essaie vraiment de boucler à 13h pile, parce que comme ça, les gens pourront prendre le temps de manger. Sauf s'ils mangent en nous regardant, comme au ciné, quelques pop-corn, je sais pas. On a 25 participants. J'espère que tout le monde arrive à se connecter. Je vais quand même regarder sur mes mails parce que je sais que j'ai un collègue qui avait eu du mal tout à l'heure. Normalement, ça devrait le faire. Tac, tac, tac. Ah bah voilà. J'ai quelqu'un qui me dit qu'il ne trouve pas le lien. Hop. Bon, bah c'est parti. On y va? Go. Allez, parfait. Alors, bah, écoutez, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire marketing en compagnie de Victoria Garonner que je laisserai se présenter dans 1 minute max. D'abord, je voulais juste vous expliquer un tout petit peu le sujet et pourquoi on a décidé de faire ce webinaire sur comment faire exploser sa notoriété en quelques mois dans un secteur ultra concurrentiel. Le mot le plus important de cette phrase, c'est le comment. Chez Illinois, on trouve, et je pense que Victoria partage notre avis, on trouve qu'en marketing, il n'y a pas assez de concret. Personne vient vraiment nous expliquer comment mettre des paillettes dans les yeux des gens. C'est bien beau de le voir, mais le comprendre pour le réitérer, pour le faire soi-même, c'est important, c'est pertinent. Et c'est en ce sens qu'on avait envie et que Victoria va nous donner ses tips, va nous expliquer concrètement comment on fait pour faire exploser sa notoriété. Et pourquoi Victoria? Je vais la laisser vous le dire tout de suite. Hello à tous. Donc, moi, c'est Victoria. Tu veux que je fasse mon parcours là, à ce moment-là? Raconte-nous qui tu es. Ouais. Donc moi, Victoria, j'ai 31 ans. En termes d'expérience, j'ai fait un peu plus de 5 ans chez L'Oréal en marketing. C'est là où j'ai fait mes armes, comme on dit. Voilà. Ensuite, je suis partie découvrir le milieu de la start-up où j'ai fait 2 ans chez Captain en tant que responsable marketing France. Donc, Captain, c'est anciennement chauffeur privé et c'est désormais Freenow depuis qu'ils sont fait racheter par BMW et Daimler. Voilà. Et ensuite, j'ai fait 5 mois en tant que CMO chez Cajoo, qui est une boîte de livraison ultra rapide à Paris, entre autres. Et j'ai fait le choix de partir il y a 1 mois pour des raisons personnelles. Voilà, grosso modo pour mon parcours, donc grand groupe et start-up sur des problématiques à la fois de marques naissantes, mais aussi de marques nationales plus établies chez L'Oréal. Voilà, grosso modo. Trop bien, tu vas avoir plein de choses à nous raconter, on a hâte.
pour vous expliquer rapidement comment va s'organiser ce webinaire. Donc, on a 1 heure ensemble, un peu moins maintenant, 55 minutes. Les 30 premières minutes seront dédiées à des questions qu'on a préparées en amont et notamment donc, toutes les deux et pas toutes seules. Aujourd'hui, on a, nous, chez Illinois, 10 000 talents dans notre incubateur. Et ces talents, on en a pas mal en marketing qui nous posent des questions. Et grâce à ces questions qu'on a recensées depuis le temps, on a été capable aussi d'en organiser. Donc, évidemment, ces talents, hein, vous les connaissez puisque beaucoup d'entre vous en font partie parmi les personnes qui regardent ce webinaire aujourd'hui. Donc, vous nous avez donné des questions, on va essayer d'y répondre. Et puis ensuite, les 30 minutes suivantes et les 30 dernières minutes seront dédiées, alors entre 20 et 30, seront dédiées à un format questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à vous-même poser vos questions pendant les 30 premières. Si jamais le sujet est exact dans ce qu'on répond, on tâchera de rebondir directement. Et sinon, on y répondra dans un deuxième temps. Voilà. Pour l'organisation, maintenant, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, première question pour toi, Victoria. Au vu du sujet d'aujourd'hui, comment faire exploser sa notoriété, je pense que la première question qu'on peut te poser, c'est qu'est-ce que la notoriété de marque? Qu'est-ce que toi, tu entends par là? Ouais. Oui, je pense que c'est important de le définir parce que souvent en marketing, quand vous êtes responsable marketing dans n'importe quelle taille de boîte, on parle souvent de croissance business, d'actions héroïstes et autres, mais il faut aussi savoir mettre en place et développer sa notoriété de marque. Sa notoriété de marque, c'est tout simplement sur le bassin de sa cible, hein, donc vraiment sur le bassin de votre cible potentielle, quel que soit votre business. Donc, il faut bien savoir la définir, cette cible, qu'elle ait 15-24 ans, qu'elle soit à Paris, que ce soit des meumes, aussi petites qu'elles soient ou grandes, la définir et se dire, OK, sur ce bassin-là, qui doit représenter tant de personnes à peu près, ma notoriété est de tant de pourcents. C'est-à-dire, je sais que j'ai à peu près, on dit que c'est 20%, j'ai 20% de cette cible qui connaissent ma marque, qui ne sont pas forcément des acheteurs actifs, mais qui la connaissent. Et c'est déjà énorme parce qu'une fois un prospect connaît votre marque, le chemin pour aller le faire convertir est beaucoup plus simple. Et parfois, vous aurez beau faire toutes les actions terrain, tout ce que vous voulez, vraiment à des fins très grosses. Si vous faites pas des actions vraiment purement de notoriété pour aller toucher plus large, ça pourrait servir à rien. Il faut savoir toujours faire en même temps. Donc voilà. Et en tout cas, c'est important de la traquer dès le début de votre boîte pour voir quels sont les impacts de tous vos efforts pour que au fil des mois, de plus en plus de gens soient amenés à connaître votre marque, à la citer, soit de manière spontanée, soit de manière assistée, mais en tout cas de l'avoir en tête, c'est hyper important. Et vous allez voir qu'il y a plein de moyens pour faire croître cette notoriété et aussi pour traquer cette notoriété, parce que c'est un terme qui peut être un peu intangible. On peut se dire, ouais, bon, bah, en fait, je m'en fous, moi, mon boss, il me demande des chiffres, plus de clients, voilà. Trop cool. Effectivement, le tracking de notoriété, c'est un sujet hyper important. Je pense on creusera un petit peu plus tout à l'heure parce que tu fais bien de le mentionner, c'est vraiment pertinent. Et dernier point, je pense qu'aussi, c'est important aussi d'avoir en tête la notoriété de marque parce que ça permet aussi de voir le potentiel business qui reste à aller chercher. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes sur n'importe quoi, une marque de savon qui se vend, une DNVB qui se vend en ligne. Vous mettez en place un tracker qui, votre cible, c'est toute la France parce que c'est vendu en ligne. Vous vous rendez compte le premier mois ou au bout de 6 mois, vous avez fait quelques actions marketing, vous vous mettez à traquer votre notoriété, vous vous rendez compte que 10% des Français connaissent votre nom. Bah, potentiellement, ça vous dit que vous avez encore 90% à aller chercher en potentiel de croissance derrière. Ou alors, si votre cible est la France, ou en sens large. Donc, c'est intéressant de voir encore le potentiel de business que vous pouvez faire. Trop bien. Hyper pertinent. Et du coup, par rapport à cette notoriété, donc je vais encore revenir avec une histoire de paillettes dans les yeux. En fait, c'est notre marketing manager chez nous qui s'appelle Magali qui parle souvent de paillettes dans les yeux. Donc, j'utilise son expression, Magali, si tu nous entends. Avant de vouloir justement mettre ces paillettes dans les yeux, je pense qu'il s'agit en amont, effectivement, de bien définir son ton, sa voix, sa plateforme de marque, comme tu le dis toi aussi souvent, hein, Victoria. Selon toi, comment bien la définir? Ouais, je pense que c'est la plateforme de marque, c'est clé
pour, avant toute action marketing, avant tout lancement de boîte, avant tout lancement de business. Alors, ça peut faire un peu barbare comme terme, mais déjà, c'est un peu le propre du travail d'un marketeur. Euh, Vous allez faire une plateforme de marque chez L'Oréal, ça va être un deck de 50 pages avec vos valeurs, qui vous êtes, votre cible, comment vous voulez être représenté visuellement, quels sont les wordings que vous avez utilisés quand vous allez vous adresser à votre cible. Mais vous pouvez faire de manière très concrète, très simple. Ce qui est important, c'est en fait la plateforme de marque, elle a pour mission de dire qu'à la fin, si vous demandez à un de vos clients ou à un prospect ou à quelqu'un qui a vu votre marque, je donne toujours l'exemple du savon, je dis n'importe quoi, la marque de savon qui s'appelle Mousse, on va dire, c'est un exemple. Il faut que si vous faites une bonne plateforme de marque, c'est que le client de Mousse ou la personne qui a vu vos pubs Mousse soit capable de dire ah, Mousse, c'est la marque qui, ou c'est la marque qui représente ça visuellement. Donc, c'est important de vous concerter au début, donc soit avec le fondateur si vous êtes dans une petite startup, soit avec les membres du board si c'est plus gros, soit avec l'équipe marketing si vous avez une équipe marketing, pour dire OK, nous, si on veut faire retenir une chose à nos prospects sur notre business, sur ce qu'on fait, c'est Mousse, la marque de savon qui pétille. OK, donc ça va être ce que De vous allez savon qui matraquer. pétille, tu dis? Le savon qui pétille, je viens de voir. C'est ce qui va vous différencier. Donc, c'est ce qui va être le plus important à pousser et à matraquer dans l'esprit des gens. Ensuite, Mousse, visuellement, vous allez être quel type de marque? Vous allez être une marque bleue, vous allez être une marque, je dis n'importe quoi, illustrée, vous allez être, voilà, une marque illustrée et c'est les savons qui pétillent. Et après, votre cible. Vous pouvez faire de manière très, je dirais pas simpliste, mais c'est hyper, c'est très important d'avoir fait ce travail en amont. Qu'est-ce que je veux que le client retienne de moi comme business? Visuellement aussi, c'est important parce que vous allez pousser des contenus. On va parler de stratégie de contenu plus tard. Donc, comment je vais être représentée. Et pareil, il faut toujours être simple. C'est important dans la plateforme de marque. Plus vous allez être compliqué en disant, par exemple, je veux être la marque de mousse qui pétille, mais qui s'engage aussi parce qu'on est vegan et en même temps on est recyclable et en même temps on reverse tous les fonds à une asso pour la détresse ou la famine. Là, vous perdez. Il faut vraiment que vous ayez un cœur de mission qui peut être très simple. Il ne faut pas y voir quelque chose de barbare. Et donc ça, c'est important, cette plateforme de marque et ce travail à faire. Et après, par plateforme de marque, vous avez aussi dans un second temps tout ce qui va être ma cible. Et pareil, il faut qu'elle soit très définie. 15-24 ans, c'est hyper large. Est-ce que c'est une cible mâle qui habite, mâle, homme, qui habite Paris, qu'est-ce qu'elle fait, ma cible au quotidien aussi? C'est important de se mettre dans son esprit parce que se mettre dans son esprit, dans son quotidien, c'est se dire, OK, par où je vais aller la toucher, quelles actions je vais mettre en place. Voilà, donc ça, c'est un peu le B à bas avant toute action marketing. Et surtout, c'est important que cette plateforme de marque, une fois que vous l'avez définie, elle va évoluer avec le temps, certainement, mais que vous la partagiez en interne avec toujours avec votre CEO, avec votre équipe marketing, s'il y en a une, c'est très important, et que tout le monde soit ultra aligné et que ce soit clair. Et que quand demain il y aura un contenu à pousser, en fait, la personne qui travaille avec vous, ou si c'est vous, vous sachiez immédiatement ce que vous allez mettre sur ce contenu. Et si c'est immédiat, c'est que c'est clair, et si c'est clair, c'est que c'est clair pour le consommateur. Et est-ce que tu as des tips justement pour prioriser un petit peu cette information? Si je reprends ton exemple de savon, moi je fais un savon qui pétille, mais en même temps il est hypoallergénique et en même temps il est violet et ça n'existe pas les savons violets, je dis n'importe quoi. Comment je vais prioriser? Comment je vais me dire, OK, moi l'information que je veux mettre en avant, c'est justement le fait qu'il pétille, le reste, ça sera dans un deuxième et troisième temps. Bah, c'est une question de positionnement par rapport à votre concurrence. Alors déjà, c'est une question de simplicité. Il faut choisir une chose. Plus vous en direz, plus vous allez perdre les gens. Mm. Par exemple, nous, je me souviens très bien chez L'Oréal, on nous apprenait à, comment ça s'appelait, on faisait ce qu'on appelait un concept produit pour un nouveau produit. Donc, vous pouvez le faire à l'échelle de votre marque. Et on disait, c'est le nouveau produit qui. Et le qui suivait le qui, c'était quelque chose que seul le produit avait, donc que seule votre marque aurait et pas un autre compétiteur. Donc ça, c'est important de se dire qu'est-ce que j'ai moi, que personne d'autre n'a, parce que c'est ça qui va vous faire une added value par rapport au reste. Donc ça, c'est hyper important. Privilégier ce qui vous différencie. Et ensuite, le reste, ça va être de la réassurance. Ça va être le petit cherry on the cake qui va faire. Et en plus de ça, c'est trop bien parce que tous leurs packaging sont recyclables.
Voilà. Mais ça, c'est pas ce que vous pousserez en priorité dans vos contenus. C'est pas comment vous allez vous définir quand je vais aller sur votre site, sur le site Mousse. Je veux voir Mousse, le savon, le premier savon qui pétille. Voilà. Et dans la page Nos engagements ou en dessous, vous allez avoir et nos engagements, un pétillant, mais pas au détriment de la planète. Il est recyclable, il est ceci, il est ça. Génial. Je trouve ça hyper intéressant et important de le mettre en avant parce que souvent, c'est un peu le pain des marques qui se lancent, de vouloir un peu aller dans tous les sens. Ouais, mais moi, je fais ça, Ouais. je fais ça, je suis innovant pour telle raison. Alors qu'en fait, on veut juste être compris de tous, déjà dans un premier temps, que ce soit clair, que la personne puisse t'expliquer en 3 secondes et demie ce qu'a fait la marque parce qu'elle l'a compris. Il y a un exemple aussi que j'aime bien donner d'une DNVB. Alors, DNVB, c'est les Digital Native Brands. C'est vraiment ces marques qui se lancent sur Internet, en e-shop et en com, et après, qui potentiellement peuvent avoir un business un peu retail. Mais une marque comme Corail, si vous pourrez regarder, c'est une marque qui a lancé des baskets. Donc, vous allez me dire des sneakers, c'est un des marchés les plus compétitifs qui soit, vraiment. Mais eux, ils se sont lancés, leur mot d'ordre, c'était on fait des baskets avec, excusez-moi, des bouteilles de plastique qu'on a récoltées à Marseille, dans la mer de Marseille, dans la mer Méditerranée à Marseille. C'était que ça. C'était plus joliment dit, évidemment. C'était ça, une basket de la mer du port de Marseille. Mais en fait, moi, je me souviens, parce que j'avais été targetée vers cette boîte, je me souvenais que de ça, que de ça. Et en fait, ça vous donne une image très ronde de la boîte. Vous êtes capable Ouais. de définir la boîte. Ah oui, c'est ceux qui font une bouteille, voilà. Et alors ça, si vous avez arrivé à vous dire que votre prospect, il est capable de dire ça, vous avez tout gagné, quoi. Et ils ont matraqué ça leur année de lancement. Et évidemment, il y avait plein d'autres choses derrière, hein, d'un point de vue confort de la chaussure, des choses qui étaient inhérentes à ce business-là, mais ils rentraient pas par là. Trop cool, trop clair. J'espère que ça vous parle. Je vois que le temps défile. Passons à la troisième question. Quels sont les canaux qui existent et est-ce qu'ils sont différents en fonction des budgets? Et d'ailleurs, de manière générale, est-ce qu'on peut réussir avec un petit budget? Juste, j'en profite, je viens de voir qu'il y avait une question de Noir Renard dans la notoriété. Est-ce que tu veux qu'on y réponde maintenant ou après? Alors, on va peut-être la garder pour tout à l'heure parce que comme le temps va Ouais, ok. défiler, je te laisse répondre à ça. Alors, donc la notoriété, donc se faire connaître par ses prospects, il y a plein de moyens, que vous ayez peu de budget, que vous en ayez plein, il y a plein de moyens. Je pense que ce qui est important déjà, et de manière très simple, c'est l'interne. Ne pas négliger la force de l'interne. Par interne, j'entends les gens qui travaillent avec vous. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent avec vous, ça peut être une équipe opération, une équipe technique, juste le CEO si vous êtes que deux. Pourquoi? On ne se rend pas compte la force de déjà, c'est des personnes qui ont leur propre réseau aussi. Donc c'est déjà embarquer les gens sur la plateforme, sur la plateforme de marque de la boîte, les faire valider ces plateformes. Et ensuite, l'interne, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est tous connectés à plein de réseaux sociaux différents, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit Pinterest. Et c'est autant de personnes qui peuvent aller toucher d'autres personnes. Pour le coup, peanuts, hein, ça coûte zéro. Et quand, par exemple, vous avez votre N+1 qui peut avoir un gros réseau professionnel, si lui, vous lui dites, il faut que, je sais pas, toutes les 2 fois par semaine, tu partages ce post, avec ce mot-clé, ce renvoi vers notre page de marque et autres, vous allez le voir très bien dans les KPI LinkedIn, dans les performances de chaque post, la traction que ça a pu avoir sur les vues uniques, par exemple, sur la page. Et c'est des gens qui potentiellement ne connaissaient pas votre marque, donc maintenant qui ont une certaine notoriété vis-à-vis de votre marque. Donc ça, il y a ça. Dans les budgets, il ne faut pas négliger aussi la force des relations presse. Alors vous allez me dire, oui, mais les relations presse, ça coûte de l'argent. Tout dépend. Parfois, par exemple, parfois, vous avez des personnes qui font des relations presse en freelance, qui, à mon goût d'ailleurs, sont les meilleurs profils versus des grosses agences, je ne citerai pas de nom, mais que vous allez payer 10 000 € par mois. Moi, je trouve qu'avoir une personne en freelance qui a un bon réseau, ça peut être des budgets entre 1 000 et 3 000 € par mois. Donc, c'est des budgets, mais ça reste faisable. Si vous challengez bien cette personne, si vous l'accompagnez bien en lui donnant toutes les semaines, toutes les nouveautés de la marque, même si vous n'avez pas de nouveautés, vous la nourrissez de plein d'informations,
Et si elle a un bon réseau, elle peut vous faire plein de parutions, que ce soit des parutions Internet, que ce soit des parutions presse. Et les parutions, c'est énorme pour susciter l'intérêt. Moi, je me souviens quand j'ai intégré Cajoo, donc cette marque de livraison ultra rapide, je n'en avais jamais entendu parler. En fait, j'en ai entendu parler sur les réseaux, sur LinkedIn, Ouais. sur mes Google Alertes, parce que je voyais un article de BFM ou même d'un titre presse beaucoup plus petit, beaucoup plus local. Donc ça, c'est une stratégie qui est pas inintéressante. En revanche, elle est profitable que si vous, derrière, vous travaillez vraiment main dans la main avec votre chargé de relations presse pour la nourrir. Et comment tu trouves des bons RP à 1 000 € par mois? Comment tu te fous des bons RP? Bah, c'est une bonne question parce que moi, alors à chaque fois, elles étaient déjà là. Bah, je pourrais vous donner celle que j'avais qui était top. C'est souvent des anciennes personnes d'agence. Je n'ai pas la réponse exactement. Toi, tu as fait comment? Tu as utilisé ton réseau, bouche à oreille, ou alors il y a des plateformes en ce sens qui te permettent d'avoir les Je bonnes pense personnes? que, alors déjà de manière très concrète, je pense que vous allez sur des Malte ou autres, toutes les chargées de relations presse en RP sont dessus. Après, faites l'exercice tout simplement de vous dire quelle marque récemment, je trouve, a beaucoup de retombées presse. Donc, c'est-à-dire une marque que vous voyez beaucoup. Ouais. Voilà. Et là, vous allez voir la marque, souvent sur leur site, il y a leur adresse de relations presse. Enfin, vous pouvez remonter le lien et leur dire, ah, bah, celle-là, elle m'intéresse. Elle a l'air d'être à un même niveau de maturité de ma boîte, donc potentiellement, elle va pas mettre 10 000 € par mois. Mm. Donc, vous pouvez rentrer en contact comme ça. Hyper intéressant. Je pense que le point que tu as donné qui est pertinent, c'est de se dire, OK, aller faire de la veille sur les marques qui sont au même niveau que moi. Ouais. Et qui du coup, parce que parfois on se dit, nous, je sais pas, on adore le branding de Sundays, ok, mais est-ce qu'ils sont au même niveau? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de payer pareil qu'eux? Je suis pas sûre. Donc, allez aussi vous orienter vers des marques qui sont au même niveau que vous et qui du coup doivent avoir les mêmes budgets. C'est pertinent. Oui, petit tips trop con, hein, mais mettez-vous des Google Alerts, s'il y a une marque qui vous plaît, qui est au même niveau que vous, ou qui est d'ailleurs votre concurrent. Mais vous allez dans Google Alerts et vous pouvez faire des alertes pour toutes les retombées presse de cette marque. Vous allez tout de suite voir, et si elle en a 3 fois plus que vous, c'est qu'elle a pris une petite agence. Et là, vous pouvez tout de suite vous retrouver facilement en fait, sur Internet. Voilà, donc les RP. Après, on va rentrer. Alors voilà, après dans les canaux de notoriété qui commencent à croître d'un point de vue budget, voilà, il va tout ce que vous allez mettre en place d'un point de vue CRM, le parrainage. Le parrainage, c'est à ne pas négliger. Moi, que ce soit chez Cajoo, chez Captain, ça faisait partie des premiers, à la fois des premiers réseaux d'acquisition de nouveaux clients, mais c'était des gros sources de notoriété de marque. Enfin, l'un va avec l'autre aussi, hein. Mm. Donc le parrainage, voilà, les offres parrainage, c'est clé. Donc il faut en mettre une en place, mais il faut communiquer dessus, sinon ça ne sert à rien. Donc, ça, c'est super intéressant. Après, évidemment, tous les investissements que vous allez mettre en performance online, alors tout le monde a son terme, mais donc, tous les investissements Facebook, SEO, le store, si vous êtes sur le store, si vous avez une app, bon, forcément, ça nourrit votre notoriété aussi. Donc, c'est des investissements payants à des fins plutôt héroïstes, mais elles nourrissent votre notoriété. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Voilà, vous allez avoir aussi, vous pouvez faire des actions un peu plus événementielles, plus terrain. Euh, Par événementiel terrain, ça peut être des actions de street marketing dans les rues. Alors attention, street marketing, à mon sens, c'est une pratique qui est, je dirais pas qu'il disparaît, mais disons que privilégier plutôt cette pratique pour de l'expérience versus juste pour de la distribution de tracts avec de la promo qui ne va vous faire zéro conversion, qui va emmerder le prospect et qui ne fait pas du tout des prospects qualitatifs dans la durée de ce que j'ai pu voir, en tout cas sur les business sur lequel j'étais. En revanche, faire une belle OP un jour à un endroit clé de la vie d'une ville, mais expérientielle, mieux vaut toucher moins de monde, mais que chaque personne ait un échange avec la marque. Alors, parce qu'une personne qui passe du temps avec la marque, c'est une personne qui va en parler, c'est une personne qui va être convaincue. Je dis n'importe quoi, un parvis de gare ou plein de choses comme ça. Pareil, il y a des boîtes, il y a des boîtes qui font ça. Attention, le plus vous pouvez faire par vous-même, le mieux c'est parce que ce sont des boîtes qui sont chères. Mais du coup, en stratégie marketing expérientielle, tu penses à quoi? En street Euh, marketing.
Alors, pareil, c'est un peu horrible à dire, mais il faut quand même toujours les attirer par des petits goodies et autres pour que les gens veuillent s'arrêter. Euh, je sais pas, ça peut être si vous avez, je sais pas, ça peut être des ateliers pour les enfants, si c'est une boîte qui vend, je sais pas, des livres de coloriage et autres. C'est un peu difficile comme ça à dire, mais expérientiel. En fait, ce qu'il faut juste vous dire, c'est qu'il faut que la personne s'arrête et prenne 2 minutes pour vous écouter. Donc, il faut que, malheureusement, elle s'arrête, elle va être attirée par un goodies, un beau stand, peut-être même un café, un truc tout con, hein, une distribution de café, où elle va se dire, bon, ok, j'ai eu mon café, du coup, il faut que je tende l'oreille. Mais bon, toujours une personne qui va tendre l'oreille. Euh, voilà, grosso modo. Ok, non mais trop cool. Et de toute façon, là, dans le marketing, le strict marketing, évidemment, vous en avez conscience, hein, on est plus sur des stratégies B2C que B2B. Le Ouais. B2B, là, on va beaucoup plus s'orienter sur la performance online, sur du parrainage aussi, pourquoi pas, mais beaucoup moins sur cette stratégie puisqu'on ne touche pas le consommateur final. Enfin, Et après, les canaux de construction de notoriété un petit peu plus traditionnels que sont le média payant. Donc, pareil, le média, faut pas le voir comme quelque chose de forcément coûteux. Donc, soit en effet, vous travaillez dans une. Alors, pour ma part, ce qui est fait quelques années chez L'Oréal, c'est des budgets médias à des millions. Donc là, on va investir sur les grands canaux qui vont aller toucher le plus de personnes. Donc, vous allez aller voir de la télé. Mais la télé, si vous n'êtes pas allé, si votre business n'est pas à l'échelle nationale, ça ne sert à rien, vraiment. Il y a quelques chaînes qui sont locales, mais la couverture est très faible. La radio, c'est intéressant, c'est pas donné, mais c'est intéressant, notamment pour ajouter un peu de contenu. Vous avez la radio, vous allez avoir des investissements évidemment digitaux. Donc par digitaux, mais pareil, ça va pas être les mêmes KPI que quand vous allez faire par exemple du growth, quand vous allez acheter par exemple sur Facebook pour faire de la conversion, vous allez dire ok, je mets tant, mais faut que derrière mon clic me coûte tant ou autre. Là, vous allez acheter de l'impression. Vous allez faire en sorte que les gens vous voient et peu importe s'ils cliquent ou ils cliquent pas, c'est pas le sujet. Vous achetez de l'impression, donc vous achetez un plus grand reach. Donc là, c'est à des fins de notoriété, pas de conversion, pas de business, quoi, en gros. Donc pareil, tout ce qui va être digital, il y a une chose. Qu'est-ce qu'il y a comme grand média un peu traditionnel sur le plein après, si tu en as Ah oui, pas d'autres, l'affichage. parce que Pardon. je vois que le temps défile à une Ouais. vitesse folle. Donc, tu nous as donné déjà plein de tips sur cette question. Je te propose qu'on passe à la suivante si ça te va. Ouais, vas-y. Merveilleux. Alors, la prochaine question, on va parler du début du syndrome de la feuille blanche. Et d'ailleurs, je vais raconter ma vie parce que j'adore raconter ma vie. Il y a 4 ans, moi, j'ai lancé une plateforme de click and collect avec des associés. Et au départ, on a paniqué. Et on s'est dit, mais comment on va faire d'un point de vue market pour se faire connaître et en fait, par où on commence, tout simplement. Et donc, du coup, je pense que, et je sais qu'en plus, parmi les personnes qui sont dans les spectateurs, on a quelqu'un qui est en train de lancer sa propre marque. Et donc, je me demandais, Victoria, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment on gère le syndrome de la feuille blanche? Je parle d'entrepreneuriat, mais ça peut être à n'importe quel niveau, hein. On lance un nouveau produit, un nouveau service, une nouvelle verticale dans une entreprise. On commence par quoi? Alors, je prendrais plutôt l'exemple de quand je lance une boîte. Enfin, ouais, un lancement de produit, service, pareil, j'en viens toujours à la plateforme de marque. Déjà, alors, il faut savoir faire les choses intellectuellement, mais faut agir en parallèle. Mais la plateforme de marque, c'est important. Dès le départ, il faut vous poser avec vos associés, avec tout le monde. Qu'est-ce que je vends, qui je suis, et de manière la plus simpliste, comme je vous le disais au début. Ça, pour moi, c'est le premier step à faire. Après, il faut se faire connaître et il faut vendre. Et généralement, il faut faire un peu les deux en même temps parce qu'on n'a pas trop le temps d'investir à perte. Donc, là aussi, ça va être une question de budget. Tout va être une question de budget que vous avez en face. Attendez, je réfléchis un petit peu à ce qu'on s'était dit quand on le préparait. Par exemple, vous lancez un service. Par exemple, moi, je prends l'exemple de Cajou. Il faut faire un peu de teasing, donc vous pouvez faire par exemple, mais pas trop longtemps, mais quand vous pouvez faire du teasing, par exemple, vous faites un peu d'ERP,
Donc, vous prenez, ça peut être une agence RP que vous prenez par exemple juste pour une mission, juste de 2 semaines. Vous allez faire des communiqués de presse hyper catchy avec c'est un peu malheureusement les RP qui sont comme ça, des phrases un peu fortes qui vont interloquer, genre un tout nouveau business qui va révolutionner le marché du savon pour nos savons qui pétillent. Ok, et là, vous essayez en sorte d'avoir plusieurs retombées dans le mois. Les gens vont être interloqués. Ce qu'il faut, c'est qu'en parallèle, vous commenciez vos actions vraiment d'acquisition de clients. Et donc là, vous allez commencer à mettre des billes sur, par exemple, sur Facebook ou sur ou plein d'autres réseaux à des fins de conversion, sur Facebook, sur Insta, en SEO et tout. Il faut faire les choses en symbiose. C'est hyper important. Et c'est là que vous allez commencer à voir s'il y a une traction, voilà. Dès que vous commencez à avoir des clients, ces clients-là, il faut qu'ils soient les parrains de nouveaux clients. Vous voyez, vous mettez toutes ces petites choses un peu au compte-gouttes assez rapidement. Ok, je vois que lui, il est venu 2 fois, ou même une fois. S'il ne revient pas, il faut que je le fasse revenir rapido, donc je peux lui faire une offre. Je vais essayer quand même de capitaliser sur lui pour me faire connaître auprès des autres, donc je lance très rapidement le parrainage. Voilà, c'est vraiment penser plateforme de marque ultra définie. Il vaut mieux se dire, je parle que du savon qui pétille et c'est tout, et j'ai qu'un visuel et j'ai pas besoin de plus de contenu. Il vaut mieux un visuel ultra quali qui performe versus 15 000 visuels. Il n'y a rien de pire pour un nouveau prospect de ne pas faire le lien entre plusieurs visuels et se dire, ah, c'est deux marques différentes. Une petite plateforme de marque très rapide, mais ultra carrée et très différenciante. Ensuite, vous pouvez faire un petit peu de teasing en RP. Et en parallèle, vous commencez à aller acquérir des nouveaux clients en digital ou sur un salon énorme, j'en sais rien, mais faites un peu les deux. Ok, donc du coup, si je résume ce que tu nous dis, ça serait 1, identification de nos forces, 2, plateforme de marque en ce sens, avec un message simple et clair et concis, et 3, teasing plus action, dépendamment du canal qu'on utilise et où on est et qui on est en termes de marque. Oui, et je pense aussi, alors pour le coup, j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que j'ai pas monté ma marque, mais je pense que c'est très intéressant en amont aussi de tout business d'aller sonder sa communauté. Les sondages, vous pouvez faire de manière gratuite, aller sonder pour se dire, OK, pour bien positionner votre marque avant. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que ça se trouve, un savon qui pétille, tout le monde s'en fout. Donc, voilà, c'est important de lancer des grands sondages, même si vous n'avez que 200 ou 100 réponses, sur une thématique particulière pour aller voir quel est le besoin sur lequel vous pouvez vous positionner. Et ensuite, votre plateforme marque va répondre, mais pile poil à ça, quoi. Trop bien. Tu as raison, c'est un point hyper important qu'il faut. Et servez-vous de votre communauté, de vos potes là-dessus. Enfin, voilà. Embêter tout le monde. Génial. Et je pense que c'est important aussi, pardon, quand vous avez trouvé une plateforme de marque, le premier savon qui, le truc machin, ou mon business, c'est ça, parlez-en autour de vous et regardez la réaction des gens. Si une personne en face de vous, même pas forcément un pote, parce que ça peut-être pas objectif, vous dit ouais, c'est cool, ouais, dites que pour le commun des mortels, c'est pas la grande révolution non plus, hein. Si vous voyez qu'il y a un petit truc, ah ouais, c'est vrai, j'ai déjà eu affaire à ce type de problème. Là, il y a un truc qui prend, il y a une traction, il y a un besoin qu'il faut remplir, voilà. Ouais. Oui, et je pense que c'est top ce que tu dis. En fait, on n'est pas forcément là pour révolutionner le monde à chaque fois, mais pour faire en sorte de combler un besoin. Et donc, la personne, elle doit se sentir intrinsèquement amenée par la problématique plutôt que ah ouais, j'ai jamais vu ça nulle part. En fait, on est là pour Ouais, répondre à des besoins, et tu pas pour soulèves un réinventer. point, un mot qui est important, c'est la problématique. C'est souvent le nerf de la guerre de votre plateforme de marque, c'est qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous lancez votre business? Parce qu'en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un problème. Madame Michu, elle a un problème parce que elle a des enfants qui veulent s'amuser dans le bain, mais elle a rien pour les amuser et les laver en même temps. Hop, je coince, j'ai une problématique, boum, j'ai ma réponse, j'ai mon savon qui pétille. Faites l'exercice un peu comme ça. Incroyable, ce savon, tout le monde va l'acheter, hein. Tu fais exprès ou pas d'en parler à ce point? Voilà, je me fais confiance. Alors, j'avance encore dans les questions. Merci Victoria pour tes réponses qui sont très complètes. On parle souvent de stratégie de contenu, hein, évidemment. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une notion de diffusion? Quel message en fait diffuser sur quel canal? Quels sont un peu les do's et les don'ts par canal? Ouais, alors pareil, la stratégie de contenu clé, elle sera plus évidente quand vous aurez une plateforme de marque claire.
Par exemple, dans les do's et les don'ts, dites-vous toujours, par exemple, vous investissez 5 000 euros sur un mois sur Facebook à des fins de conversion. Donc, potentiellement, si vous n'avez pas fait de RP, si vous n'avez rien fait avant, la personne qui va voir ce contenu n'a jamais été confrontée à votre marque Mousse. Donc, si vous lui dites Mousse 15% sur le nouveau savon, il n'y aura aucun impact émotionnel. Ce qu'il faut, c'est toujours se dire, il faut que le premier impact avec la marque soit de l'ordre de l'émotion. De l'ordre de l'émotion, donc souvent, on vous dira toujours de privilégier les contenus vidéo, notamment si c'est sur du digital. Franchement, il vaut mieux moins de contenu, mais un super contenu vidéo, vraiment dans les codes du réseau que vous allez utiliser. D'ailleurs, le plus spontané et moins travaillé, souvent, c'est ce qui marche le mieux. Il y avait un exemple qui était un peu un best in class. C'est pour la marque Cabaya. Donc, c'est une marque de sacs, de bonnets. Qui est assez fan d'ailleurs. Bref, et ils ont fait un contenu pour de l'acquisition où on voyait, je crois que ça devait être un stagiaire Cabaya qui filmait, qui était dans la rue, on ne savait même pas que c'était Cabaya et qui disait oh là là, c'est horrible. Voilà. C'est un peu trash comme exemple, mais bon, dans l'idée, qui disait c'est horrible, regardez là-bas, il y a eu un accident, bon bref, ça, c'est un peu horrible, mais du coup, moi je suis interpellée, j'ai envie de regarder. Donc, il m'a interpellée émotionnellement. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais il faut trouver une manière que ce soit un beau contenu, que ce soit, je sais pas. Et après, il est arrivé, on le voit, il arrive sur la caméra, il dit, ah non, non, en fait, je voulais pas vous parler de ça, je voulais juste vous parler de mon premier, de ce tout premier sac qu'on a lancé en bouteille de plastique. Regardez, il est ouf. C'est un peu homemade comme truc. En tout cas, les 5 premières secondes qui m'ont capté l'attention avec la marque, ça a été quelque chose de très interloquant ou d'émotionnellement fort ou de beau ou de quoi que ce soit. Donc, pour en revenir au sujet, la stratégie de contenu, il en faut moins, mais mieux. Privilégier les vidéos en première exposition et ensuite retargeter avec du statique. Hop, je lui mets une vidéo, un bon contenu, même fait un peu homemade, voilà, que je vais un peu matraquer, qui peut avoir 2, 3 alternatives. Et ensuite, en seconde, je le retarget avec un contenu où là, OK, je l'ai eu émotionnellement et du coup, je vais pouvoir lui pousser mon offre dans un second contenu. Donc ça, c'est important. Attention aussi, pareil, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup retenu de chez L'Oréal, notamment sur les vidéos. Donc typiquement sur les vidéos, on parle souvent de vidéos, par exemple, de bumper, des vidéos de 6 secondes, qui sont des formats un peu classiques aujourd'hui dans les investissements médias. Un bumper, on va dire que c'est 6 secondes, peut-être 15 secondes. Vous avez peut-être 3 écrans ou 10 écrans si c'est un 15 secondes. Privilégiez un message par écran. Vraiment, c'est important. Moi, je me souviens d'un exercice qu'on nous faisait faire, mais qui était sur L'Oréal Paris, où on nous disait sur, on va dire, un après-shampoing qui tient 48 heures, n'importe quoi. Le premier écran, c'était découvrez le nouveau shampoing. Il y avait la vidéo qui défilait. Ensuite, le texte partait et un nouveau texte revenait tenu 48 heures. Le texte partait, un nouveau texte ramenait. Revenait cheveux lisses et soyeux. Hop. Et il n'y avait pas un amas de texte qui se revenait sur un même écran parce que vous perdez l'internaute. Ouais, encore une fois, c'est simple. Simplicité. Simplicité, dites-vous qu'un contenu, souvent, c'est un message. Si vous avez un bumper 6 secondes, c'est le bumper pour dire qu'il tient 48 heures. Si vous avez un autre bumper sur le côté recyclable, c'est encore un autre sujet. Il ne faut pas dire je vais dire ça, sinon vous perdez les gens. Donc ça, c'est vraiment pour moi un conseil que je donne. Et après, pareil, si vous avez, en fonction du canal, attention au contenu, typiquement, vous avez les moyens de faire, par exemple, de l'affichage dans le métro. Attention, l'affichage dans le métro, vous êtes sur une population qui passe rapidement. C'est pas fait à des fins ne mettez pas de code promo, par exemple. Ça ne marchera jamais. C'est pas le lieu, c'est pas fait pour ça. Là, c'est un média de notoriété. Ce qu'on veut retenir, c'est le nom de votre marque et soit un grand visuel, soit une grande tagline, soit quelque chose, mais soyez simple. Ouais, soyez simple. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Et après, un dernier autre, c'est peut-être la partie relation presse. Pareil, la relation presse, c'est à des fins de presse. Donc, il faut, en fonction des titres que vous allez cibler, que ce soit par exemple de la presse un petit peu plus lifestyle. Donc, par lifestyle, je pense que ça peut être des Biba, des Cosmo,
voilà, versus de la presse plutôt corpo ou business. Attention quand vous allez nourrir votre attachée de presse, pour que les titres qu'elle va faire soient un peu en lien avec, par exemple, le savon qui pétille sur Biba, ça va être le premier savon qui pétille pour vos enfants, j'en sais rien. Là où le même sujet pour le Figaro, ça va être quelque chose de le marché du savon qui pétille en pleine explosion par Mousse. C'est un sujet un petit peu plus corpo, donc voilà. Ouais, carrément. Et donc ça, tu penses, juste pour rebondir sur cette dernière partie, tu penses qu'effectivement, c'est quelque chose à bien vérifier, à être derrière chacun des médias pour voir comment ils vont communiquer le message que tu leur as envoyé. C'est ça que tu veux dire? Généralement, vous avez une attachée de presse qui le fait. En tout cas, c'est elle que vous allez nourrir en ce sens. Euh, Normalement, c'est son travail, mais bon, c'est un travail à deux, donc il faut l'aider pour trouver des. Parce que une attachée de presse, elle va envoyer des communiqués de presse à plein de titres, donc de types de presse, au Figaro, à plein de trucs. Et en fait, les journalistes vont recevoir un truc, donc c'est le titre qui va les interpeller. Et si le Bah titre est fort et correspond au magazine pour lequel ils travaillent, il va se dire, ah oui, c'est intéressant pour moi. Donc oui, il faut faites la mais comme pour tout de manière générale, vous faites un post sur LinkedIn, vous n'allez pas écrire le même, vous n'allez pas tourner de la même manière le contenu versus sur Instagram. ouais, je LinkedIn, pense vous que allez c'est ça, parler de la effectivement. boîte, du secteur, du nombre de clients que vous avez acquis en combien de temps, du premier Mm. chiffre d'affaires, de votre base client, des données un petit peu plus business, là où vous serez plus dans l'émotion sur du Instagram, des choses comme ça. Exactement. Et je pense justement que c'est ça, enfin, ce message qu'il faut retenir en conclusion. Donc, l'impact émotionnel, déjà, c'est hyper important parce qu'on n'en parle pas assez. Et deuxièmement, un message par canal, oui, mais une façon aussi de le communiquer différemment en fonction du canal choisi. Ouais. Et ça, on peut avoir tendance à l'oublier aussi. Prochaine question, on va essayer de faire ces 3 dernières questions en 5 minutes. Souvent, quand on parle de notoriété, on a l'impression que c'est quelque chose d'impalpable, de pas héroïsable, «Oh bah, oui, on va essayer de voir ce que ça donne», mais en fait derrière, c'est compliqué à traquer. Selon toi, quelle est l'importance du tracking dans une strate de notoriété? Alors, déjà, je pense que c'est clé parce que souvent, la notoriété, en effet, c'est impalpable parce que qui dit notoriété dit pas forcément business derrière. Il faut mettre, comme je disais, il faut mettre les actions en face pour que les deux se passent en symbiose. Elle est importante déjà quand le jour où vous allez devoir négocier vos budgets avec la personne qui vous donne des budgets. Donc déjà, lui montrer qu'il y a eu un impact sur vos actions, les actions qui ont fait que vous avez demandé tant. C'est aussi important pour vous parce que parfois, vous allez voir dans les moyens de la traquer, vous allez parfois mettre beaucoup d'efforts en temps ou alors financièrement pour peu. Donc voilà, en fait, et de manière générale, il faut tout traquer aujourd'hui, c'est important parce que vraiment, on peut perdre de l'argent et aujourd'hui, quand vous vous lancez et que vous avez peu de moyens, ce qui est tout le temps le cas, en fait, quand on se lance, avant d'aller séduire des VP et autres pour des levées de fonds, voilà. Donc, plusieurs moyens de traquer sa notoriété. Quand vous commencez sur des petites actions, sur des RP, quand vous commencez, parce qu'au début, vous devez faire du chiffre, j'ai envie de dire, ne partez pas dans les solutions un peu classiques de panel de notation RP dont je vous parlerai. Mais traquez au moins vos actions, c'est-à-dire demain, vous êtes 10 dans la boîte, vous faites un post LinkedIn que vous demandez aux 10 personnes de relayer. Attention, il faut qu'ils le relaient de manière intelligente, c'est-à-dire avec les bons tags, avec les bonnes choses. OK, voir si voilà, ça a fonctionné. Regardez le nombre de pages uniques qu'il y a eu sur le lien de la page Mousse. Si on a 0 versus la baseline d'habitude, c'est que ça n'a eu aucun effet. Donc, ça veut dire que vous avez touché 0 nouvelle personne. En tout cas, c'est pas assez intéressant pour que les gens s'intéressent à la marque et viennent voir votre marque. Peut-être vous pouvez refaire un test en changeant le contenu du post. Ça joue beaucoup, hein. Peut-être, comme on disait, la stratégie de message n'était pas la bonne. Donc, voilà, vous pouvez déjà regarder des choses comme ça. Vous pouvez regarder après, donc, soit vous regardez vraiment les métriques des contenus que vous mettez à disposition. Par exemple, les retombées de presse que vous pouvez avoir. Ça, c'est important parce que souvent, une attachée de presse, elle va vous dire, ah bon, bah, regarde, j'ai réussi à avoir cet article dans cette presse-là. Et bien, cette presse-là, c'est une presse qui touche 1 million de lecteurs par semaine. Bon.
Attention, ça ne veut pas dire qu'il y a 1 million de lecteurs qui vont se souvenir de votre marque. Avec beaucoup d'humilité, ou peut-être vous dire que 1% c'est 1 million. Après, à vous de donner des jauges, eux ne sont pas capables de vous le dire, me dire, bon, bah, allez, j'espère que 1% c'est 1 million qui les lisent, ont lu mon article, voilà, des choses comme ça. Mais essayez de mettre des chiffres derrière, parce que c'est ces chiffres qui vous feront, vous avancer, qui vous feront négocier plus de moyens. Et puis après, quand vous commencez à avoir un impact un peu plus grand, quand vous avez un business qui commence à avoir pas mal de clients, je ne saurais pas vous dire à partir de combien, peut-être entre peut-être 30 000, une base de 30 000 utilisateurs, et que surtout, vous avez une cible très définie, alors pas par exemple dans un quartier, mais sur une ville ou sur une population cible à l'échelle nationale, là, vous pouvez aller sur des trackers de notoriété qui sont très fiables. Donc, soit vous le faites de manière ad hoc, de temps en temps, soit vous le faites de manière mensuelle. Donc, vous pouvez utiliser par exemple des panels comme YouGov, YOUGOV. Et YouGov, ça va vous coûter, par exemple, si vous traquez tous les mois, ça va vous coûter peut-être 1 500 € par mois. 1 500 € par mois. En fait, ils interrogent, vous allez leur dire ma cible, c'est ça. Et ils vont interroger sur tout le mois, tous les jours en permanence votre cible. Et ils sont capables de vous donner un chiffre à la fin du mois qui est représentatif. Et ils vont interroger ces personnes en leur disant, soit c'est de la notoriété spontanée, donc ils vont dire par exemple sur le marché des savons, quelle marque connaissez-vous? Donc là, vous allez tout de suite voir si spontanément la personne sort mousse. La notoriété spontanée, c'est la Rolls, honnêtement. Même une marque, pour vous donner, je ne sais pas si je devrais le dire, mais pour vous dire Captain, chez qui j'étais à Paris, avec 30% de part de marché, on n'avait que 15% de notoriété. C'était de la notoriété assistée en plus. C'est-à-dire que parmi ces listes d'acteurs du VTC, lesquels connaissez-vous, il y avait 15% des gens qui étaient capables de dire ah, celui-là, je m'en souviens, c'est Captain, en lisant. Et pourtant, on mettait des millions en médias. Donc, n'ayez pas peur si vos chiffres sont tout petits. Vraiment, c'est important, hein. Donc voilà, donc traquez vos actions avec les KPI des réseaux que vous avez autour de vous, et après vous pouvez passer sur des trackers un peu plus voilà, tous les mois et autres. Justement, tu rebondis en parlant de noto spontanée et assistée, je rebondis sur la question de Benoît tout à l'heure. Toi, t'en penses quoi? Donc en auto, est-ce qu'il vaut mieux partir sur de la spontanée, de l'assistée? Comment on fait? C'est en fonction de quoi qu'on utilise plutôt Non, en fait c'est une réalité. Si vous voulez avoir des premiers chiffres qui sortent, malheureusement c'est l'assisté. Honnêtement, une notoriété spontanée, si je demande aujourd'hui à 100 personnes sur le marché des VTC à Paris, quelle marque vous connaissez, quel acteur vous connaissez, même Uber, je ne sais même pas si 100% des gens peuvent le sortir. Des notoriétés spontanées enfin, par exemple, sur le marché des shampoings, en assisté, vous allez avoir peut-être 100% sur la marque antipelliculaire Head & Shoulders. Mais même cette marque qui est ultra connue, en spontané, vous allez peut-être en avoir que 50%. Donc non, quand vous êtes un business naissant, c'est de l'assister parce que c'est les seuls moyens que vous allez avoir d'avoir des premiers chiffres. D'assister, pardon. Le spontané, c'est un peu la Rolls plus tard, quoi. Mais bon, moi, j'aime bien commencer à le regarder en parallèle parce que c'est tellement, j'ai envie de dire, si vous commencez à avoir des chiffres là-dessus, mais bravo les gars, quoi. Ouais, en fait, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être qu'il faut regarder Exactement. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. et voir comment finalement l'important, c'est peut-être pas le résultat, mais l'évolution de ce chiffre dans le temps. Évidemment. L'évolution et surtout l'évolution dans les versions, quand les actions que vous mettez en place. Si vous mettez 500 000 € d'affichage en métro et que vous avez aucun impact sur la notoriété, ouais, bon là, ça pue. Alors, je passe à la dernière question. On va sauter la dernière, du coup, je passe à la dernière. Et d'ailleurs, je veux bien vous demander votre avis à tous aussi. Nous, chez Lenoy, on parle beaucoup de soft skills et d'ailleurs, de toute façon, on en parle de plus en plus. Et je voulais du coup demander à Victoria ce qu'elle en pense et quels sont les 3 ou les 2 ou 3 soft skills qui sont important pour être un bon marketeur entre guillemets. Et je vous demande votre avis aussi, donc si vous voulez nous le dire en question-réponse, nous donner votre avis sur les soft skills qui sont pertinents, n'hésitez pas, ça peut être hyper intéressant d'avoir vos retours sur cette question. En parallèle de Victoria qui répond bien sûr.
Ouais, alors moi, mon avis sur la question, déjà, ça va vraiment être une skill de leadership, sans hésitation, de leadership slash excellent communicant. Enfin, excellent communicant. Non, mais pourquoi je dis leadership? Parce que comme je vous disais à un moment dans les canaux de notoriété, le leadership, ça va aussi faire en sorte que vous allez embarquer en interne, vous allez embarquer les gens sur l'état d'esprit de la marque que vous voulez faire transpirer. Et il faut embarquer les gens, il faut que les gens y croient. Quand vous dites oui, on est le premier savon qui pétille, on est la marque Violette et on veut révolutionner le marché du savon, il faut que même François de la Conta et machin de ça, faut y croire. C'est hyper important. Et pour y croire, il faut en effet être sûr de soi, il faut être sûr de soi, de sa plateforme, je veux dire en tout cas, et du leadership parce que ouais, parce qu'il faut aller convaincre les gens et proactivement. Donc c'est important. Et du coup, je le mets en parallèle aussi de communicant parce que pareil, c'est important aussi. C'est une certaine énergie à avoir pour embarquer les gens. Euh, vous allez voir, hein, parfois, vous à la fin, si parfois, vous allez remarquer, parfois, il y a des employés de la boîte qui vont le faire de manière naturelle, qui vont reprendre exactement vos mots, qui sont les mots de la plateforme que vous voulez véhiculer et qui vont parler le même langage. Mais ça, c'est du pain béni à la fin. Donc, c'est important. Bon communicant, leadership. On s'était noté quoi d'autre? On parlait aussi de créativité, mais dans cette notion de test and learn aussi, tu sais, de Ouais, cette rebondir. oui, oui. De créativité, de test and learn, tu as raison. N'hésitez pas à tester, à être un peu fou sur. N'hésitez. Alors, évidemment, il y a des choses qu'on reproduit parce que c'est un peu des best in class. On investit sur Facebook, on investit sur Instagram, on fait des RP. J'ai envie de dire, je vous parlais un peu des choses classiques, mais des bonnes recettes qui marchent. Mais n'hésitez pas à tester par vous-même, tester des contenus, tester des canaux, faites une OP Street un peu qui part un peu en vrille, tester même une offre promo, tester, mais analyser. Donc ça, c'est hyper important. Et tester ce qu'on appelle les insights aussi. Je vous disais, la plateforme de marque, c'est hyper important parce qu'au moins, si vous dites que vous êtes le premier savon qui pétille, votre premier contenu, il va peut-être être écrit le premier savon qui pétille, mais peut-être qu'en fait, il y a d'autres manières de le tourner, il y a d'autres insights un petit peu, des hooks un peu plus interpellants pour l'internaute. Quand vous avez des contenus digitaux, un même visuel, mais vous pouvez tester des insights différents. Je vous dis n'importe quoi, envie d'allier le lavage des enfants et leur plaisir et l'amusement. Ok, c'est un premier insight, testez dans un autre, ou testez un truc qui n'a rien à voir, mais que de la vidéo sans son, j'en sais rien. Donc voilà, la créativité aussi par force de tester. Et surtout, n'ayez pas peur de tester aussi des contenus qui n'aient pas un look forcément professionnel. Ça, c'est important aussi. N'ayez pas peur un peu du homemade. En fait, tout est homemade au début, donc franchement, tester vos objets en CRM, c'est hyper important. C'est hyper important. Et on le voit, hein, on voit ce qui performe. Envoyez-vous vos mails aussi avant de les envoyer. Bref, voilà. Et après, on parlait un peu de challenge, de remise en question. On en a listé plein et on s'est fait une shortlist. Ouais, et je pense qu'il y a un point aussi qui est important dans ce qu'on avait listé, c'est le côté, dans ce qu'on avait listé, c'est le côté adaptabilité. Tu as une vision 360 quand tu fais du market, donc tu as ce côté hyper créatif de brand, Oui, tu as ce côté aussi très analytique, growth, tu as oui. aussi la vision fondateur, et donc cette notion d'adaptabilité, elle est hyper importante, je te Ouais, laisse. elle est importante parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes responsable marketing dans une startup, par exemple, moi, ce que j'avais pas du tout chez L'Oréal, où L'Oréal vraiment t'appelait à travailler, à bosser ta marque, ton produit, ton discours de marque. Aujourd'hui, en startup, j'imagine que tous, vous, là, vous faites aussi du growth souvent, c'est souvent dans l'équipe marketing. Donc, adaptabilité dans le sens, soyez fort dans votre marque, véhiculez des messages hyper forts, mais soyez héroïste, regardez les investissements. C'est hyper important d'avoir ces deux visions-là. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais pareil, parce qu'après, vous allez développer une manière de raisonner par exemple, dans votre stratégie de contenu. Si par exemple, j'ai que 50 000 euros, est-ce que je mets 50 000 euros en production de contenu ou est-ce que j'en mets 40 000 plutôt en médias pour aller toucher ma cible et que je fais un truc un peu homemade de 10 000 euros?
Mais le marketeur vraiment développement pur, il pensera pas il mettra tout en production de contenu parce que lui, il veut un truc hyper waouh. Alors, si vous arrivez à avoir cette bonne balance, c'est là où vous ferez les bons choix business et marque. Vous n'allez pas cramer de l'argent et autres. Trop bien. Ouais, cette notion du marketing de plus en plus business. Ouais. Mais analyser, vraiment analyser. Alors, attention, ne pas non plus tomber dans la suranalytique parce que, par exemple, si vous voulez commencer à analyser des comportements quand vous commencez à avoir une petite base d'utilisateurs, moi, mais c'est pareil, c'est mon avis. Attendez d'avoir une base assez conséquente et aussi beaucoup de rétention, un peu de rétention pour analyser des comportements et en tirer un peu des conclusions. Pareil, quand vous investissez sur Facebook, sur Insta, sur en SEO, voilà, attendez. Ne regardez pas les résultats, même au bout d'une semaine, c'est hyper court, on se rend pas compte. Attendez un mois, posez-vous, prenez les contenus et là, vous regardez ce qui a performé. Donc ça, c'est important de savoir se poser après coup parce que sinon, on part dans une urgence, surtout si votre marché est concurrentiel. Et là, on part c'est la course à échalote, on change tout le temps. Ce qui est le plus dur d'ailleurs dans un marché ultra concurrentiel avec des boîtes qui cartonnent aujourd'hui comme Cajoo typiquement ou ce genre d'entreprise. Nous, on accompagne aussi pas mal de startups en ce sens où tout va très, 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 très vite. Donc, tu as l'impression que toi, tu dois changer d'idée et changer d'avis toutes les 3 secondes et demie Non. et rester les pieds sur terre en se disant, OK, non, c'est là qu'on veut aller. Voilà notre strat, prendre le temps. Ouais. De... Et un dernier truc, c'est pareil, si on est dans un marché concurrentiel, vous avez votre plateforme de marque, votre premier savon qui pétille, machin, machin. Parfois, vous voyez toute la concurrence qui est comme ça, qui parle de hypoallergénique, machin, vous dites, ah, mais ouais, mais moi aussi, il faut que j'en parle du coup. Restez, mais honnêtement, mais soyez confiants du début et ne matraquez qu'une chose. Moi, c'est vraiment le dernier mot de ce webinaire que je dirais. C'est hyper important. Mais bon, il faut que cette promesse, cette mission, en tout cas, soit ultra fort et différenciant. Et ne partez pas dans le tout le reste. Trop bien. Je vous laisse, il nous reste 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sarah déjà nous demandait, pourras-tu nous partager un petit hack brain qui a super bien marché selon toi? Est-ce que tu as des idées? Ouais, enfin, des idées. C'était au moment du rebranding chauffeur privé Captain. C'était dans une stratégie de contenu. Alors, en fait, Captain, chauffeur privé devenait Captain. Ils avaient une base enfin, et bon, bref, tu vois, donc vous changez de nom, c'est très fort pour une marque. Et ils sont partis sur un contenu média, donc assez osé, peut-être certains s'en souviennent. Hein, c'était une pub qui a été assez grinçante parce que c'était l'agence de pub avait fait, c'était par exemple, vous voyez une jeune femme qui est au chevet de sa grand-mère, bon bah au moins elle aura pris un capitaine. Bon, hyper grinçant. C'est extrême hein, comme exemple. Ou une personne qui arrive chez elle, elle voit sa femme en train de la tromper, ah mais au moins elle aura pris un capitaine. Sauf que d'un point de vue marketing, c'est une com dont on se souvient 3 ans après. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais soyez un peu rupturiste dans ce que vous faites, dans vos mots, dans vos contenus. Et pour autant, moi, je trouve que c'est une des campagnes qui, quand on se souvient de vous, c'est que ça a marché. Voilà, c'est le seul hack que j'ai en tête. Après, c'était, ah, on voit ton écran. Oui. Vous voyez mon écran, j'ai mis un exemple là. Rentrer plus tôt pour surprendre sa femme au moment où vous avez pris Captain. C'est vrai que c'est Alors, assez... les affiches, c'était pas les plus parlantes. Il y avait les vidéos qui étaient top avec un braquage dans une banque et au moins ils seront venus en Captain, les braqueurs. Enfin, bon. Il y avait des trucs assez glauques. Voilà, juste pour vous dire que parfois, il faut aller un peu marquer les esprits. C'est important. Alors là, c'est à une échelle d'une grosse campagne qui a 1 million, mais même à des plus petites échelles dans votre stratégie de contenu. Soyez nouveau. Trop bien. Je reprends avec une question de Lorraine aussi qui était assez intéressante. Est-ce que tu penses que c'est trop limité de se positionner sur le prix en termes de différenciation? Oui. Oui, pourquoi? Parce que de deux choses. Alors, je ne sais pas dans quelle boîte tu travailles, mais aujourd'hui, on est de plus en plus il y a plein de marques qui se lancent. Et aujourd'hui, honnêtement, les marques qui sont fortes, c'est les marques qui évidemment ont un produit top, mais qui ont émotionnellement quelque chose de fort. C'est pas pour rien qu'il y ait des marques qui arrivent à se lancer que sur Instagram sans moyens colossaux et autres. Et aujourd'hui, on se rend compte que les gens sont quand même prêts à mettre le prix si le produit est bien. Et
et si l'esprit de la marque les embarque, quoi. La marque, c'est intangible, c'est ce petit supplément d'âme qui fait qu'on y va. Ça s'explique pas, mais alors sauf si tu es sur un marché où en effet, de base, toute la concurrence, c'est un marché où les gens ne vont pas parce que je dis n'importe quoi, les spas, voilà, si c'est le premier spa à 15 euros pour un même niveau de service, fine. Mais c'est juste que j'ai peur qu'à terme, je pense que c'est important, c'est intéressant les premiers mois pour te lancer, de hook, voilà. Mais je pense qu'en filigrane, c'est pas ce qui fera que ta marque va rester dans le temps. Lorraine, qu'est-ce qu'elle nous répond alors? 100% d'accord avec ta réponse, Victoria. Merci pour ton avis. Ouais, carrément. Génial. Est-ce qu'on a une dernière petite question? Et sinon, on va s'arrêter. Et je conclus juste d'ailleurs pour revenir juste sur cette question, un exemple tout con. Les VTC, par exemple, où j'étais, c'était la guerre du prix. C'était la guerre du prix et du temps d'attente. Donc tout le monde, on était tous là à dire course à partir de 5 euros, moins de 2 minutes d'attente. En fait, ils sont compte, les gens, ils s'en foutent à la fin, mais ils s'en foutent. En revanche, ce qu'ils retiennent, c'est, moi je me souviens, c'est hyper fort quand on interrogeait notre cible. Captain, pourquoi? Ah, mais c'est la marque avec un super programme de fidélité où tu as toujours des courses offertes au bout de 10 courses. Ah, mais c'est la marque trop bien parce qu'ils font ça et t'as ça. Et ça, c'est fort et c'est ce qui fera que ton business va durer plus longtemps versus juste jouer sur le prix, je pense. Voilà. Trop bien. Bah, écoute, Victoria, un grand merci. Je crois qu'on n'a plus de questions, donc on va finir dans les temps. C'était génial. Tu nous as donné plein de tips ultra concrets pour qu'on puisse devenir tous excellents en notoriété de marque dans des secteurs ultra concurrentiels. Donc, un grand merci. Bah, Et de n'hésitez rien, pas. n'hésitez pas si vous avez besoin, oui, à me contacter. Enfin, à me contacter. Il y a peut-être des choses sur lesquelles je peux répondre ou même dans des ventilations budgétaires, des choses, voilà, parfois quand on a peu de budget, on ne sait pas où mettre les billes entre growth, entre notoriété. Et donc, il y a des investissements qui font les deux. Voilà. Donc, n'hésitez pas à embêter Victoria sur LinkedIn, à m'embêter moi aussi, et on sera toujours disponible pour répondre à vos questions. Un grand merci à tous et ben, on se dit à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.